Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington, ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui. D'emblée, voyons ce qui fait la une de l'actualité ce soir. Coup de projecteur sur le drame des réfugiés à travers la planète. À Genève, l'ONU tient son tout premier forum mondial sur les réfugiés et invite les pays riches à assumer leur part. À l'occasion de ce grand rassemblement, nous ferons le point sur la situation au Mali, où les enfants sont les plus durement touchés, d'après l'ONG Save the Children. Nous irons également sur les routes avec les réfugiés kurdes. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a appelé à voter la mise en accusation du président Donald Trump dans l'affaire ukrainienne, alors que son éventuel procès en destitution au Sénat déchire déjà les républicains et leurs opposants démocrates. C'est une première de l'ONU, ouverture à Genève aujourd'hui du tout premier forum mondial sur les réfugiés. Dès le démarrage des travaux, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à davantage de générosité pour assumer collectivement la charge des déplacés plus nombreux que jamais. Blanche Sanou pour les détails. La question du partage de la charge des réfugiés divise les pays riches et émergents, au premier titre desquels la Turquie, co-organisateur du Forum mondial sur les réfugiés. Les pays pauvres ou en voie de développement, qui accueillent 80% des réfugiés dans le monde, s'estiment livrés à eux-mêmes face à un lourd fardeau pour leur économie et leur société. Il y a un graffiti à Alep qui résume la situation en Syrie. S'il y avait du pétrole, plutôt que du sang saignant des enfants qui meurent en Syrie, le monde serait intervenu immédiatement. Oui, aucun des efforts déployés dans la protection des puits de pétrole n'a été fait pour protéger les enfants fuyant des bombes artisanales pour sauver leur propre vie. Selon le HCR, le monde a enregistré plus de 111 millions de déplacés en 2018, dont 26 millions de réfugiés. Et les espoirs se dissipent de jour en jour, d'où l'invitation du secrétaire général de l'ONU à davantage de générosité. Chers amis, le pacte mondial pour les réfugiés est notre réussite collective et notre responsabilité collective. Il témoigne de la détresse de millions de personnes et au cœur de la mission des Nations Unies. Tout au long de l'histoire humaine, partout dans le monde, des personnes ont fourni un abri à des étrangers à la recherche d'un refuge, se sentant liés à eux par un sens du devoir et de l'humanité. La solidarité est profondément ancrée dans le caractère humain. Et aujourd'hui, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire prévaloir cet esprit humanitaire chez ceux qui semblent aujourd'hui si déterminés à l'éteindre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner les réfugiés au désespoir, ni leur hôte à porter seul la responsabilité. Pour transformer en acte cette volonté de partage, le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, attend surtout des contributions financières, une assistance matérielle ou encore des annonces en matière de réinstallation. Au Mali, 105 000 enfants sont des déplacés internes, selon Save the Children. Pour nous en parler, j'accueille Salek Ould Da, chargé du plaidoyer au sein de l'ONG dans ce pays. Il nous rejoint par téléphone de Bamako. Bonsoir et bienvenue. Alors, si vous m'entendez, vous dites que les enfants maliens sont les plus durement affectés par ce problème. Pourquoi ? Oui, je crois qu'on a un petit problème avec cette liaison téléphonique. On va essayer de régler cela le plus rapidement possible. Alors, Salek Ould Da, êtes-vous là avec nous au téléphone ?
Non. Alors, toujours au chapitre de ce forum, le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, a également appelé la communauté internationale à ne pas fermer les yeux devant la réalité. Et c'est une réalité qui touche particulièrement les Kurdes. En octobre dernier, l'armée turque est entrée dans le nord de la Syrie et a pris de vastes étendues de terre occupées par les peuples kurdes. L'offensive a déplacé 300 000 personnes, dont beaucoup se sont dirigées vers des régions kurdes autonomes en Irak. Hawass Messoud est un enfant de 7 ans. Il est l'un de ces réfugiés. Il vit désormais sa vie dans le camp de Bardarash, dans le nord irakien, comme nous allons le voir dans ce reportage de Kawa Omer, récit Arzouma Compaoré. Le soir, tous les soirs, il y avait beaucoup d'explosions. J'avais très peur, trop, beaucoup trop. Hawass Messoud, 7 ans, et sa famille ont fui leur ville natale de Kamishli, dans le nord de la Syrie, et ont parcouru environ 250 km pour se rendre au camp de réfugiés de Bardarash, en Irak, peu de temps après le début des opérations militaires turques dans le nord de la Syrie, en octobre 2019. Ma vie ici est meilleure, il n'y a pas d'explosion ici. Ma mère travaille sans arrêt. Elle lave nos vêtements, elle change les couches de ma sœur. Je suis désolé quand je la vois comme ça. À Kamishli, ce n'était pas comme ça. Alors que plus de 13 000 réfugiés se sont installés dans le camp de Bardarash, ce n'est qu'un faible pourcentage des quelques 200 000 personnes déplacées depuis octobre et parfois à un coût élevé. Nous avons payé 350 € par personne pour fuir la maison. Nous avons emprunté de l'argent et vendu notre télévision, notre lave-vaisselle et tout le reste pour fuir le pays. Erdogan largue-t-il toujours des bombes? C'est fini? Face à un avenir incertain, Hawass ne peut qu'espérer un lendemain meilleur. Il veut devenir enseignant pour pouvoir former les enfants. Et là, maintenant, on a pu rejoindre au téléphone Salek Ould Da de l'ONG Save the Children. Alors, vous dites que les enfants maliens sont les plus durement affectés par ce problème au Mali. Rapidement, pourquoi ? Parce que tout simplement, les parties prenantes au conflit n'observent pas le respect du droit international humanitaire, qui considère les enfants comme la priorité principale qu'il faut protéger en premier lieu, en plus des autres civils. Parce que nous observons une certaine banalisation aussi des actes à l'encontre des enfants. De plus en plus, les enfants deviennent des victimes directes. Et depuis le début de cette année, on a observé 150 000 enfants pillés et 150 enfants plutôt pillés et 75 enfants blessés, ce qui constitue des violations graves. Il y a aussi le difficile accès à l'espace humanitaire pour fournir des services aux enfants. Et c'est ce que nous observons en tant qu'acteurs humanitaires. Voilà. Et comment régler le problème en 2 mots ? Oui, régler le problème, je pense qu'il faut d'abord qu'on revienne au fait que les enfants doivent être au centre des préoccupations et que l'agenda politique doit être aussi dicté par l'agenda pour sauver la vie des enfants et sauver tout simplement l'avenir du pays. Donc nous pensons que la problématique des enfants doit être au centre rapidement et qu'on respecte le droit international. Il y a des cadres juridiques qui interdisent une atteinte à la vie des enfants et qu'on puisse aussi rendre des comptes. Les parties prenantes qui observent aussi des violations graves doivent aussi rendre des comptes et les instruments internationaux ici. C'est faisant, nous pensons que nous pouvons peut-être sauver ce qui a sauvé parce qu'il s'agit aujourd'hui de l'avenir de l'humanité et de l'avenir des enfants. Salek Ould Da, vous êtes chargé du plaidoyer au sein de l'ONG Save the Children au Mali. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt. Merci.
Ailleurs, dans l'actualité au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son ancien adjoint Riek Machar s'engagent à former un gouvernement d'union nationale avant fin février prochain. Les deux rivaux sont confrontés à une pression internationale croissante à l'expiration d'un délai de 100 jours qui leur a été accordé par les dirigeants de la région. Depuis l'accord de paix paraphé l'année dernière, les combats ont fortement diminué dans le pays. Mais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ne parviennent pas à concrétiser d'importantes dispositions de l'accord, dont la création d'une armée unifiée, mais aussi le tracé des frontières et le nombre des États régionaux. Le conflit a fait plus de 380 000 morts. Les pourparlers menés à Djouba interviennent alors que le Trésor américain a annoncé hier des sanctions financières contre 2 ministres sud-soudanais accusés de faire obstacle à la paix. 3 ans, ça suffit, des milliers de Gambiens dans la rue pour réclamer le départ du président Adama Barrow. Ils ont manifesté hier à Banjul pour demander au chef de l'État de quitter le pouvoir, comme il s'était engagé à le faire en devenant le candidat unique de l'opposition en 2016 pour défier Yahya Jammeh qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 22 ans. Mais Adama Barrow entend désormais diriger le pays jusqu'à 2021. Les protestataires ont défilé en un grand cortège dans les rues de la capitale au rythme de la musique de Bob Marley encadré par les forces de l'ordre. Il répondait à l'appel d'un mouvement appelé 3 ans, il est temps, fondé au début de l'année par un homme d'affaires gambien vivant aux États-Unis, Moussa Kaira, dit King Spot. Dans l'actualité américaine, tous les regards sont braqués cette semaine sur la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates. Les médias rapportent que cette branche du Congrès américain prévoit de voter demain la mise en accusation du président Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave dans l'affaire ukrainienne. Si cette étape se traduit dans la réalité, le procès devrait alors démarrer en janvier prochain au Sénat, qui est lui à majorité républicaine. Et les deux camps affûtent d'ores et déjà leurs armes, comme nous allons le voir avec Patsy Widakusrahwa, la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Son reportage est relaté par Lionel Gaïma. Le mois de décembre est généralement un moment de fête et de joie. Mais à la Maison-Blanche, ce n'est pas l'esprit de Noël, car on se prépare à une bataille. Cette semaine, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates doit voter la mise en accusation du président Donald Trump pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Il s'ensuivra un procès au Sénat où les démocrates veulent entendre plus de témoins, y compris le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, et l'ancien conseiller de la Sécurité nationale John Bolton, Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat. Ils pourraient présenter des preuves à des charges qui exonèrent le président. Cela peut être aussi incriminant pour le président, mais ils devraient être entendus. Jusque-là, la stratégie de la Maison-Blanche a été de bloquer, qualifiant les enquêtes de la Chambre de processus partisan. Le procédé a été efficace pour maintenir le soutien de la base de Trump. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a promis une coordination totale avec l'administration. Ses critiques l'accusent d'avoir violé son devoir d'impartialité. C'est une stratégie qui a bien marché pour McConnell dans le passé pour aller de l'avant et signaler ses allégeances, signaler ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire. Il parie sur ce que les républicains veulent faire et le dit maintenant. Autre stratégie, continuer d'attaquer le candidat démocrate Joe Biden comme corrompu pour avoir permis à son fils de siéger au conseil d'administration d'une société énergétique ukrainienne lorsqu'il était vice-président. Ces accusations peuvent fragiliser Biden. Pour sa part, Joe Biden rejette les demandes qu'il témoigne au procès de Trump comme un stratagème visant à détourner l'attention du public. Également dans l'actualité au Liban, des dizaines de personnes ont été blessées ce mardi à Beyrouth dans des affrontements entre les forces anti-émeutes et des partisans de mouvements chiites qui ont attaqué des camps de manifestants anti-gouvernementaux, ce qui fait craindre une escalade dans le pays en crise.
Au bord de l'effondrement économique, le Liban vit depuis le 17 octobre dernier au rythme d'un soulèvement populaire inédit contre la classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence. Les chefs des mouvements chiites Hezbollah et Amal, Hassan Nasrallah et Nabi Berri, chef du Parlement depuis 1992, sont conspués par les manifestants au même titre que les autres dirigeants dans ce pays multiconfessionnel. Nous émettons de Washington et vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Chibwana chimalata, chibwana chimalata, ukakhala pabwino uboyipa pamayitana. Chibwana chimalata, ukakhala pantchito ulova umakodola. Chibwana chimalata, ukakhala pabanja umbeta umayitana. Un grand merci pour votre fidélité à VOA Afrique et maintenant le sommaire de la seconde partie du Monde aujourd'hui. La ville balnéaire égyptienne Sharm el-Sheikh abrite le 3e Forum mondial de la jeunesse. Cette année, les échanges portent notamment sur les défis économiques et technologiques, l'occasion pour de jeunes Africains de faire part de leurs idées aux dirigeants des 4 coins de la planète, davantage dans la chronique de l'économie. En basket, à l'heure où la NBA, la grande ligue nord-américaine, s'apprête à organiser un championnat entièrement africain dès l'année prochaine, nous irons à la rencontre d'un joueur angolais qui n'arrête pas d'impressionner ici aux États-Unis à bâton rompu dans quelques minutes avec Bruno Fernando. Et puis au Maroc, des célébrations dans les rues d'Essaouira et pour cause, l'art et la musique gnawa viennent d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique hebdomadaire de l'économie comme chaque mardi et ce soir nous retrouvons Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir. Comment Jacques. allez-vous? Ça va très bien. Ouais, ça va très bien, content de vous revoir. Moi aussi. Alors, de jeunes prometteurs réunis à Sharm el-Sheikh dans le cadre d'un forum mondial à l'agenda, la paix, la prospérité, l'harmonie et le progrès, n'est-ce pas Eric? Tout à fait Jacques, un cadre enrichissant qui permet aux participants d'échanger des points de vue sur les initiatives à entreprendre en vue de formuler des recommandations à l'endroit des décideurs de ce monde. Cette plateforme est ouverte à tous, celles ou ceux qui croient en leur pouvoir d'apporter des changements positifs et qui visent à devenir des leaders au sein de leur communauté respective. Les jeunes Africains et du reste du monde dialoguent avec les principaux décideurs et d'autres personnalités influentes dans les prises de décision en vue de s'engager avec les plus hautes autorités. Sur le long terme, l'objectif est de faire de notre monde un meilleur endroit pour tous. Les participants abordent plusieurs thèmes et sujets d'intérêt pour les jeunes et pour la femme en particulier, comme vous allez le suivre. Ce qui a fonctionné chez nous en Ouganda, c'est la Constitution qui permet aux femmes d'être membres du Parlement. Et nous créons un espace de participation pour les femmes. La seule chose qui peut changer nos attitudes négatives positivement envers toute personne, c'est la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de l'autre. J'ai été fiancée quand j'avais encore 5 ans et je devais me marier à 12 ans. C'est choquant, non?
Si vous êtes un homme et que vous occupez un poste de responsabilité au sein de vos institutions politiques, commerciales et religieuses, vous avez la responsabilité en tant que leader au XXIe siècle de soutenir l'égalité des sexes et de prévenir la violence contre les femmes. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un bon leader. Direction maintenant vers le géant des Grands Lacs. Je veux bien parler de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, Eric? La nouvelle chambre de commerce du pays a entamé son offensive internationale pour attirer de nouveaux investissements. Dans le pays, oui. Disons, opération séduction, Jacques, nouvelles autorités signifie nouvelle direction. On essaie de vendre une autre image du pays pour rassurer et convaincre sur les opportunités que Kinshasa peut offrir à tout investisseur potentiel. Suivez. Nous allons parler des infrastructures. Ce sont les secteurs clés que nous avons mis en place pour parler de ça, que nous puissions attirer les investisseurs par rapport à ces infrastructures, l'énergie, le mine, l'agroalimentaire, l'éducation et puis l'environnement, la culture et le tourisme. Nous allons aborder de tout cela et nous avons déjà des pistes et des solutions que je ne sais pas dévoiler ici, que nous aurons à inviter nos homologues et les Congolais ensemble pour voir économiquement comment nous devons faire pour relever tous ces défis-là. C'est un extrait de l'entretien réalisé ici à la Voix de l'Amérique. Pour suivre son intégralité, visitez notre site voafrique.com. voafrique.com, bien compris. Eric Manera-Kiza, je vous remercie. Vous revenez mardi prochain? Tout à fait. Parfait, très bien. Très bon week-end à vous. Merci. Très bonne semaine. Merci. Et voilà, maintenant un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Du spectacle pour l'Espérance de Tunis lors de son match pour la 5e place contre Al-Sadd au Mondial des clubs. Le champion d'Afrique s'est imposé 6-2 avec un triplé du Libyen Hamdoun El Ouni. Il devient ainsi le 4e joueur à marquer un triplé dans la compétition derrière Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Luis Suarez. Défait lors du 2e tour par les Saoudiens d'Al-Hilal et un but de Bafétémi Gomis, eh bien, les Tunisiens de l'Espérance sportive de Tunis, bien sûr, ont ainsi pris leur revanche face aux Qataris. Ici, Rod Fanny rempile pour une saison à l'Impact de Montréal. Le club canadien a fait signer un nouveau contrat au défenseur central français d'origine béninoise. Rod Fanny, 38 ans, poursuit ainsi son aventure avec la franchise canadienne. Désormais entraîné par Thierry Henry, ce sera sa 3e campagne en MLS avec l'Impact. Depuis sa venue en 2018, eh bien, Rod Fanny a joué 29 rencontres de la Major League Soccer. Basketball à présent, début de l'élite 16 de la Basketball Africa League en Afrique de l'Est. Après la division Ouest et le tournoi de Yaoundé avec le succès de GSP d'Algérie, place à la compétition dans la division Est. Et c'est à Kigali que se déroule la compétition. Dans le groupe A, les hôtes de Patriotes BBC, les Malgaches de GNPC, les Zambiens de Yunza Pacers et les Tanzaniens de Diketi BBC s'affrontent. Le groupe B regroupe Ferroviaro du Mozambique, Cobra du Soudan du Sud et City Oilers d'Ouganda. L'enjeu, les 3 derniers tickets pour la saison régulière de la balle qui débute en mars 2020. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Et justement, la NBA, Ligue professionnelle nord-américaine de basketball, est prête à parrainer des matchs de clubs en Afrique l'année prochaine. Mais beaucoup de joueurs africains trouvent le succès au plus haut niveau ici aux États-Unis. Meira Lassalette et Betty Ayoub de la VOA sont allés à Atlanta pour rendre visite à une recrue, le premier joueur angolais de la NBA. Je vous fais le récit de leur reportage. Atlanta est une ville dynamique où le sport est une partie intégrante de la vie, du football universitaire et professionnel au basketball pro, où les Hawks d'Atlanta ont accueilli cette saison la recrue angolaise Bruno Fernando. L'attaquant de 21 ans est le premier Angolais à jouer en NBA. Il a déménagé aux États-Unis à l'âge de 14 ans après que les scouts américains l'ont repéré dans le championnat du monde des moins de 16 ans.
Alors, quand nous avons gagné le tournoi et que je suis rentré à la maison, mes parents m'ont dit que les gens leur ont dit que j'avais de la chance de venir jouer aux États-Unis et d'aller à l'école ici. C'était évident. Fernando travaille maintenant à tirer le meilleur parti de cette chance qu'il a eue. Je me tiens à un niveau élevé, c'est juste un autre sacrifice que je dois faire. L'entraîneur adjoint des Hawks, Melvin Hunt, estime que Fernando est impatient d'apprendre. Il est comme une éponge et c'est tout nouveau et il absorbe tout ce qu'on a mis là-bas. Donc nous avons un bon moment en essayant de lui apprendre un peu de tout et pas seulement le basketball, des choses hors du terrain, sur le terrain. Ça a été vraiment amusant. Hunt a entraîné la superstar LeBron James quand il avait l'âge de Fernando. Il voit en l'Angolais une saveur différente qui s'ajoute à une liste des Hawks qui comprend le vétéran de la NBA, Vince Carter. Vous jouez avec des gens qui ont 22 ans dans la NBA, donc vous apprenez beaucoup. J'ai de la chance d'apprendre beaucoup de lui. En fait, je suis assis à côté de lui dans l'avion, donc nous avons beaucoup d'heures de conversation et juste pour pouvoir lui poser des questions. Vivant seul à Atlanta, la famille de Fernando, restée en Angola, lui manque, mais il sait que cela fait partie de sa croissance en tant que joueur et en tant que personne. Vous savez, il y a beaucoup de gens ailleurs qui aimeraient être dans ma position aujourd'hui, de telle sorte que vous ne pouvez jamais prendre cela pour acquis. Soyez vous-même. Les Hawks d'Atlanta apprécient leur recrue, Fernando, auteur d'un excellent début cette saison, ce qui montre déjà que le jeune Angolais a bien saisi sa chance dans la NBA. Bon vent donc, Fernando, et à vous, on se dit à demain. Merci bien, Yacouba Ouedraogo. À demain. Cap maintenant sur le Maroc. Figures acrobatiques, musique lancinante et costumes multicolores. Des dizaines d'artistes ont défilé samedi dernier dans les rues d'Essaouira au rythme des tambours et des castagnettes pour célébrer l'inscription de la musique gnawa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dili Diko nous fait revivre ces moments. La gnawa est une musique qui associe rituels africains et culte des saints de l'islam, perpétué au Maroc par les descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique subsaharienne. C'est une succession de chants, de danses, de musique, de séquences musicales qu'il fallait absolument enregistrer, retranscrire et protéger, parce que tout au long de ces années, nous avons malheureusement perdu des grands maîtres qui sont des gardiens du temple, qui sont les détenteurs de cette tradition orale et qui, en nous quittant, emportaient avec eux toute une partie de cette tradition, de ce patrimoine. Le festival de musique gnawa, organisé depuis 1997, attire des fans des 4 coins du globe et depuis 1970, la musique gnawa est enregistrée avec les plus grands noms du jazz. Désormais, la culture gnawa trouve un écho dans le monde entier. La gnawa traite de tous les sujets, de toutes les religions, de toutes les histoires, de toutes les civilisations. La gnawa est une encyclopédie. La gnawa transcende les générations et à Essaouira, les jeunes sont prêts à prendre la relève. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes et de gens en général aiment la gnawa, pas seulement comme une musique, mais aussi comme une philosophie. Ils ont remarqué l'évolution de la gnawa, autrefois marginalisée. Elle s'est faite connaître dans le monde entier à travers le festival. Pour les amoureux de la gnawa, il est important de préserver cette culture, de la transmettre aux générations futures et de la partager avec le monde. Eh bien, l'art du nuad, le massage thaïlandais, une discipline millénaire, vient d'être inscrite également au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pression avec les pouces, coudes, genoux et pieds, étirements, contorsions. Les élèves que nous voyons ici apprennent une chorégraphie de plusieurs dizaines d'étapes parfaitement orchestrées sur 10 lignes énergétiques du corps.
200 000 étudiants ont été formés. Ils exercent aujourd'hui dans 145 pays, raconte Prida Tangtronchit, directeur de l'école du temple du Bouddha couché Wat Pho de Bangkok, la plus ancienne d'ailleurs à dispenser des cours de massage dans le royaume. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Merci.